Mesdames, Messieurs, chers confrères, donc j'ai le plaisir d'accueillir, non pas de présenter, vous la connaissez, elle a été présentée dernièrement, Marie-Odile Simoneau, qui est professeure de génie des procédés à l'Université de Lorraine. Elle fait son enseignement à l'EIGM, l'École européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, et sa recherche au LRGP, au laboratoire de réaction et génie des procédés, qui est une unité mixte CNRS Université de Lorraine, qui est une grosse unité. Il y a plus de 300 personnes dans cette unité. Et donc, elle assure la direction du LRGP depuis 2023, ce qui est quand même une rude tâche. Auparavant, de 2017 à 2022, elle a dirigé le pôle scientifique énergie mécanique procédés produits de l'Université de Lorraine. Alors là, on va parler plutôt de science que de gestion de l'outil scientifique. Marie-Odile Simoneau, moi je la vois comme une spécialiste du transport réactif des composés dissous dans les milieux poreux, n'est-ce pas? Alors les milieux poreux, ça peut être des filtres simples, des filtres plus complexes, des membranes filtrantes, des catalyseurs poreux, mais aussi des sols, des sédiments, des déchets, tous ces matériaux au travers desquels de l'eau chargée en différents composés peut circuler. Alors cette expertise, au début de sa carrière, l'a conduite à développer des applications importantes pour le génie des séparations. Dans l'eau, quelquefois, il y a des éléments qui ne sont pas forcément très appréciés, comme le plomb. Donc elle a développé notamment un filtre anti-plomb pour l'eau du robinet, et pour d'autres éléments également, le fluor. Puis ça a attaqué aussi à l'arsenic, si j'ai bon souvenir, qui était présent dans les eaux minérales un peu pétillantes. Hein. C'est ça, oui. Donc on taira le nom. Alors après avoir exploré des systèmes qui sont a priori relativement simples, enfin probablement très compliqués pour la plupart d'entre nous, elle s'est progressivement tournée vers des milieux plus complexes en s'intéressant au transport des polluants métalliques et organiques dans les sols. Et je peux vous dire que les sols, c'est quand même quelque chose de compliqué. Alors, dans un contexte où la réhabilitation des friches industrielles est devenue un enjeu majeur depuis les années 80-90, notamment en Lorraine, elle a apporté, dès les années 2000, une forte contribution au GISFI. Alors, le GISFI, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les friches industrielles, où elle a développé des procédés de dépollution des sols, le lavage des sols pour extraire les métaux, l'oxydation chimique pour détruire les polluants organiques. Mais Marie-Odile Simoneau ne s'est pas arrêtée là, et c'est l'objet de sa conférence aujourd'hui. Elle a observé les agronomes, nous les modestes agronomes, qui utilisons certaines plantes pour essayer de traiter les sols. On les utilise comme de véritables aspirateurs à métaux. Alors elle s'est proposée de récupérer ce qu'il y a dans le sac de l'aspirateur, dans la biomasse végétale, et afin de récupérer une valeur économique et technologique et économique. Et avec son équipe au LRGP, notamment Baptiste Lobby, elle a développé un savoir-faire original fondé sur des procédés hydrométallurgiques, on peut dire innovants, parce que pas forcément appliqués à ce type de substrat. Et ces procédés ont été appliqués à la filière qui est appelée agromine, et qui est la filière qui permet de produire à partir de la biomasse de plantes hyperaccumulatrices des métaux à fort enjeu stratégique. Alors c'est précisément de cette filière que vous allez nous parler aujourd'hui, qui est, je dois le dire, issue d'une aventure scientifique passionnante, qui a donné aussi lieu à des développements technico-économique, notamment avec la création de l'entreprise Econic que Marie-Odile a portée avant sa création. Et donc, j'aimerais lui soumettre une question. Alors, Marie-Odile, l'agromine, est-ce une fantaisie de chercheur pour alimenter le buzz ou plutôt une réalité technico-économique? Je vous propose de l'accueillir chaleureusement.
Merci Jean-Louis pour cette présentation. Eh bien, nous allons tâcher de répondre à cette question au cours de cette communication. Donc, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir, immense plaisir de vous présenter ce sujet qui nous passionne, qui est la valorisation des métaux extraits des sols par des plantes, et cette fameuse filière agromine. Donc, j'ai associé Baptiste Lobby, mon collègue du LRGP, et bien sûr aussi Jean-Louis et puis Guillaume Echevarria, qui sont eux professeurs en agronomie, et sans qui ce travail ne serait pas envisageable. Je vais d'abord vous parler de sols naturels, de sols contaminés et de phytoextraction. Alors les sols contiennent tous des métaux, vous le savez bien, du fer, de l'aluminium, du manganèse, etc. Donc ça, ce sont les métaux que l'on rencontre couramment. Mais certains sols sont particulièrement riches en certains éléments, comme par exemple les sols ultramafiques. Donc ça, on va voir si ça marche. Oui, ça marche bien. Les sols ultramafiques qui sont naturellement riches en nickel et qui couvrent à peu près 3% des terres émergées, qui se sont développés sur des roches de serpentine. Et là, vous voyez en Europe, au moins autour des Balkans, des zones particulièrement riches en ces sols. On a aussi des résidus miniers, donc suivant l'exploitation, on a même des mines d'or en Guyane, en France, on a des mines de nickel, de cobalt, de terres rares, etc. Ici, vous voyez une mine de terres rares qui a été exploitée dans le sud de la Chine. Et puis les sols pollués par des activités urbaines, industrielles, de transport et malheureusement aussi militaires, avec dans nos régions principalement du zinc, du plomb, du cadmium, parfois de l'arsenic, du chrome, du mercure. Et les sols agricoles, donc ce sont eux qui font le buzz actuellement avec le cadmium. Le cadmium, c'est un métal compagnon du phosphate et on trouve des concentrations anormalement élevées en cadmium dans nos sols agricoles, ce qui pose pas mal de problèmes parce qu'évidemment, on en trouve aussi dans nos produits alimentaires. Et puis les sols de vigne, qui sont souvent contaminés en cuivre. Alors les métaux sont-ils toxiques ? On sait qu'on peut consommer des oligo-éléments. Bon, la toxicité des métaux, très brièvement, dépend de leur concentration bien sûr et de leur forme chimique. Si vous buvez du champagne dans une coupe de cristal, vous ne serez pas contaminé par du plomb parce que le plomb est relativement immobile dans ces structures-là, au moins à cette échelle de temps. Maintenant, si vous conservez du whisky pendant 10 ans dans une carafe en cristal, eh bien, il faut peut-être considérer cela différemment. Alors, sur ce graphique, vous avez la concentration de métal dans une plante, qu'en est-il des plantes, en fonction de la concentration de métal disponible dans le sol. Alors, les plantes, en principe, les plantes que je qualifierais de normales, n'aiment pas les métaux. Et on le voit ici avec des marques de toxicité du nickel sur du maïs. Certaines plantes, en revanche, voient leur concentration en métal augmenter à mesure que celle dans les sols augmente, mais jusqu'à une certaine limite. Ce sont les plantes bio-indicatrices, comme vous voyez celle-ci, la Arabidopsis aleri, qui se développe sur les pelouses calaminaires dans le nord de la France, par exemple. Et puis, il y a des plantes que l'on qualifie souvent d'extraordinaires, qui se sont développées au cours de l'évolution, qui sont les plantes hyperaccumulatrices. Alors celles-ci sont capables de stocker des quantités, entre guillemets, énormes de métaux, en tout cas comparées aux autres plantes. Alors comment ça marche ? Ici, on voit le métal dans le sol avec l'exemple du nickel. Le métal est capté par les racines et transporté par la tige vers les parties aériennes que sont les feuilles et les fleurs qui sont les principaux organes de stockage. Donc si l'on n'y fait rien, évidemment quand la fleur va faner, ça va retomber au sol et cela va constituer un cycle. On a aujourd'hui un intérêt croissant pour les techniques de remédiation des sols à l'aide de plantes. Bon, il faut dire aussi que pour les métaux, il n'y a pas non plus des pléthores de solutions, mais voilà, parce que c'est difficile de décontaminer des sols pollués par des métaux. Une solution qui est couramment employée, c'est ce qu'on appelle la phytostabilisation. Donc là, il ne s'agit pas de dépolluer, mais de limiter les transferts. Le sol va être recouvert d'un couvert végétal pour limiter les transferts vers l'eau, puisque les plantes vont contribuer à limiter les transferts par évapotranspiration, et puis limiter les transferts vers l'air en limitant les envols de poussière.
On récupérera ainsi une biomasse non contaminée qui pourra connaître différentes applications, notamment pour de la production d'énergie ou de fibres. En revanche, si l'on met en œuvre la phytoextraction, comme vous le voyez ici, il s'agira véritablement d'extraire les métaux, ce qui permettra de réduire la toxicité des sols. Mais évidemment, les métaux vont passer vers la plante et la biomasse sera contaminée. Là, on pourra donc envisager la valorisation des métaux, en tout cas ceux qui ont une valeur sur le marché, à savoir le nickel, les terres rares, le zinc, l'aluminium. Ou alors, les métaux n'ont pas de valeur sur le marché. Le cadmium, l'arsenic, ceux-là font partie de listes de composés interdits maintenant. Donc là, par contre, il va falloir gérer cette biomasse. Voici des exemples de plantes hyperaccumulatrices. Vous voyez sur ce tableau des seuils d'hyperaccumulation qui sont différents en fonction du métal. Cela va à peu près de 1 mg par kilo pour l'or jusqu'à environ 10 grammes par kilo pour le manganèse. Alors, si on les prend dans l'ordre ici, l'aluminium, vous avez celui-ci, la Qualea rosea, qu'on appelle aussi le gonfolo rose, qui se développe sur les sols tropicaux, en Guyane par exemple. Si on prend le cadmium, on va trouver Nochea cerulescens et puis Sedum plombizincicola, qui vont accumuler aussi d'autres métaux. Alors, ces plantes-là, on va les trouver dans nos régions, elles poussent sans problème ici. Le nickel, on va trouver des brassicacées comme celle-ci, Odontarena calcidica, qui va pousser en Albanie, en Grèce et dans les Balkans. Et puis aussi, par exemple, le Philanthus rufus chenei, qui fait partie de la famille des Phylantacées, donc l'on va trouver en Malaisie. Pour le nickel, il existe plus de 500 hyperaccumulateurs de nickel et encore, on ne les connaît pas tous. Pour les terres rares, on va plutôt trouver des fougères comme celle-ci, Dicranopteris linearis, qui se développe sur les mines que l'on a vues tout à l'heure. Et pour le zinc, on va retrouver Nochea et puis Sedum. Alors ces deux-là vont accumuler le cadmium, le zinc et aussi le nickel s'il y en a dans les sols, parce que ces éléments-là ont des chimies relativement proches. Ces plantes hyperaccumulatrices qui ont stocké des métaux sont donc considérées comme dangereuses. Je me rappelle d'un rendez-vous avec un inspecteur de la DREAL qui m'a dit un brin d'herbe, c'est une ressource, un brin d'herbe coupé, c'est un déchet, un brin d'herbe coupé qui contient des métaux, c'est un déchet dangereux. Alors quand on part comme ça, on part bien. Donc effectivement, il y avait un vide juridique à propos de ces plantes, puisque, entre guillemets, elles n'existaient pas, elles n'étaient pas considérées. Donc, n'étant pas considérées, elles étaient plutôt vues comme des déchets. Mais il y a eu la loi AGEC, qui a été promulguée en 2020. Nous avons transmis un rapport sur l'agromine au ministère et à la suite, il y a eu un rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable qui indique que les plantes ayant accumulé des métaux pourraient être regardées comme des déchets lorsqu'il s'agit de dépollution, mais pourraient être considérées non pas comme des déchets, autrement dit comme des ressources, dans le cas de l'agromine, puisque l'intention est de valoriser. Alors c'est très important de sortir du statut de déchet, parce que si ces plantes sont des déchets, on peut rien en faire. Les déchets, on n'a pas le droit de les transporter, on n'a pas le droit de faire un tas de choses avec. Il vaut mieux être du côté des minerais. Mais effectivement, les tests écotoxicologiques démontrent que cette biomasse est dangereuse pour l'environnement, ce qui veut dire que les transports vont être soumis à autorisation et les incinérateurs vont aussi devoir répondre à certaines spécifications. Passons maintenant à la filière agromine. Alors, ici, voici une représentation de cette filière. On part de ressources qu'on appelle des ressources secondaires, inexploitées, riches, secondaires parce que ce ne sont pas des mines, bien sûr, inexploitées, riches en nickel, les sols dont on a parlé, les sols ultramafiques, mais également des résidus miniers, et puis aussi, pourquoi pas, des sous-produits industriels. On a travaillé avec une boue issue de traitement anti-corrosion, un cataphorès de l'industrie automobile. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces substrats ne sont pas nécessairement fertiles directement. Donc il faut dans certains cas les structurer, les fertiliser
pour permettre la culture de ces plantes hyperaccumulatrices et aussi favoriser le transfert du nickel vers les parties aériennes. Ce premier volet fait appel à la science des sols, à la botanique et à l'agronomie. Une fois que l'on a les plantes, eh bien, on peut envisager l'extraction et la synthèse de composés d'intérêt. Donc, ici, vous voyez, la biomasse est récoltée. Elle va être, par exemple, brûlée, pas forcément, on va en reparler. Le nickel va être extrait, purifié et des composés vont être synthétisés. Donc là, c'est la partie vraiment génie des procédés hydrométallurgiques. Ce livre-là, Agromining Farming for Metals, est paru il n'y a pas très longtemps, donc c'est la seconde édition, et il présente un état de l'art de tous les volets de cette filière, hein, les sols, les plantes, la valorisation, et puis des cas d'études, et évidemment pas seulement concernant le nickel. Ça va, je suis allée trop vite. Donc, ces plantes hyperaccumulatrices donnent lieu à beaucoup de sciences, hein, puisque c'est la science qui nous rassemble tous ici, avec une approche pluridisciplinaire et internationale. Donc, si on reste sur l'exemple de celle-ci, là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une brassicacée, hein, c'est la famille du colza. D'ailleurs, ça ressemble un peu au colza. Et quand on l'a fait sécher, ça sent un peu comme la plante de colza aussi, d'ailleurs. Donc, qui pousse en climat tempéré, et la Phyllanthus rufus chanei en climat tropical. Donc, toutes les études qui concernent ces plantes font appel à des domaines très variés. D'abord, il faut les trouver, ces plantes. Alors, pour les trouver, le principe était, et toujours d'ailleurs, de faire des enquêtes botaniques, c'est-à-dire d'aller sur le terrain. Et ce qui était apporté, c'était des papiers comme ça, des papiers filtres imbibés d'un extractant qui devenait rose s'il y avait du nickel. Donc même on mâchouillait les plantes un petit peu, et si ça devenait rose, on était très content. Moi je suis pas spécialiste, hein, mais j'ai eu la chance d'y participer de temps en temps. Mais maintenant, on va plutôt apporter des dispositifs portables de fluorescence aux rayons X qui permettent de savoir très rapidement s'il y a du nickel et quels sont aussi les autres métaux. Et ces dispositifs permettent aussi de scanner, entre guillemets, des herbiers. Parce que dans les herbiers se trouvent aussi des hyperaccumulateurs dont on ne savait pas qu'ils étaient hyperaccumulateurs. Donc, je vous disais tout à l'heure, plus de 500 hyperaccumulateurs de nickel, et on en découvre encore. Donc, qui vont contenir, alors pour celle-ci, pour Odontarena, environ 1%. On a des plantes qui vont jusqu'à 3%. Donc, 1%, c'est 10 grammes de nickel par kilo de biomasse sèche. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. Ces plantes, on peut s'intéresser à la spéciation, c'est-à-dire à la visualisation, à la compréhension de la localisation des éléments dans leurs organes. Ici, vous avez une image prise au synchrotron. Ce qui est vert, ce sont les endroits où on trouve le nickel. Là, il y avait aussi, été recherché aussi le cobalt, et puis le calcium en rouge. Et puis, il y a encore aussi beaucoup de travaux sur l'étude du transport des métaux dans ces plantes, qui est la physiologie de ces plantes, le transport de métaux. Tout n'est pas totalement élucidé. Bien sûr, également, il y a des recherches sur la biologie moléculaire, sur la génétique, sur les micro-organismes qui permettent de promouvoir le développement de ces plantes, et sur le développement d'itinéraires agronomiques. Alors, le développement d'itinéraires agronomiques se pratique aussi à différentes échelles, partant d'études en laboratoire, hein, en pot, en phytotron, hein, dont les collègues de l'ENSAIA, évidemment, font ça tous les jours, hein, ils connaissent très bien, pour déterminer les meilleures espèces, les meilleures conditions, étudier aussi le stockage de métaux. Il faut ensuite arriver à passer au champ. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas acheter les graines chez Botanique ni chez Jardiland. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des individus qui vont être, dont on va prélever les graines, et puis ensuite les graines vont être multipliées pour permettre justement d'arriver à des situations comme celle-ci. Odontarena, vous voyez, ça c'est une expérience qui a été menée avec des collègues en Albanie. On arrivait à peu près à 150 kilos de nickel par hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres.
Et puis avec Philanthus, là on arrive à 250 kilos. On pourrait même espérer arriver à des teneurs encore plus élevées. Donc ce qui est tout à fait intéressant, ce n'est pas la concentration de métal dans la plante, enfin ça c'est important bien sûr, mais la masse récoltée, c'est le produit de la concentration par la masse de biomasse. Donc c'est ça qui compte, parce que beaucoup de métal dans une toute petite plante, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Une fois qu'on a ces plantes, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ici, partant de la plante, on peut, voyez, aller de la gauche vers la droite, c'est-à-dire les brûler et puis les utiliser en pyrométallurgie pour produire du nickel-métal. On peut sinon les brûler pour produire des cendres. Vous voyez que les cendres contiennent 15 à 20% de nickel, ce qui est énorme. Vous pouvez entrer. Et ensuite traiter ces cendres, enfin sortir le nickel des cendres, le transférer en phase liquide, et ensuite faire la chimie qui va bien pour obtenir les composés que l'on souhaite. Ou alors on peut ne pas brûler et partir de la biomasse sèche. Alors ça a l'air plus facile, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué en fait. Donc voilà un exemple de pyrométallurgie. Les premiers essais de pyrométallurgie ont été faits dans les années 2000 par un collègue américain qui a démontré donc la possibilité de fabriquer du nickel-métal à partir de ces plantes. Et aujourd'hui, donc Jean-Louis a mentionné Econic, je vais en reparler également, une joint venture a été créée entre Econic et Aperam, qui est un producteur d'acier très important en Europe, pour utiliser ces plantes pour fabriquer du ferronickel. Donc ici, vous voyez, on a une vue de l'usine Aperam Iceberg et on a une vue de ferronickel obtenue par pyrométallurgie. Sinon, donc, on peut essayer d'extraire le métal directement de la plante. Alors, partant de la plante sèche, on peut tout simplement mettre la plante dans l'eau. Ça fonctionne un peu comme lorsque l'on fait du thé. Et il n'y a même pas besoin de chauffer d'ailleurs. Pour la brassicacée, à peu près 80% du nickel passe facilement en solution. Seulement, le problème, c'est qu'elle n'y passe pas toute seule. Donc ici, vous voyez ces tubes-là avec des solutions de différentes couleurs. Vous voyez que ça va du foncé au plus clair. Lorsque l'on fait passer le métal en solution, en fait, le métal est lié à des composés organiques et il est très fortement lié. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sous forme ni de plus en solution, et donc pour le récupérer, c'est compliqué. Il faut arriver à le fixer sur un support avec des interactions plus fortes qu'avec sa matière organique. Donc on a travaillé par exemple avec une résine qui est latente du nickel, mais encore une fois c'est un petit peu difficile ça. On peut sinon dans certains cas utiliser de la précipitation sélective, c'est ce que l'on a fait pour les terres rares avec Dicranopteris. Et l'objectif à ce moment-là est de synthétiser un sel ou un oxyde métallique. Les procédés sur lesquels on travaille majoritairement sont la combustion et l'extraction depuis les cendres. Pourquoi c'est plus simple? Eh bien parce que lorsque l'on brûle la plante, on brûle la matière organique et à ce moment-là, on se retrouve avec un milieu qui contient des oxydes et même si c'est multiconstituant, c'est quand même un petit peu moins compliqué. Donc la combustion va permettre de produire de l'énergie qui peut être utilisée pour du chauffage ou éventuellement pour produire de l'électricité. Et cette combustion, c'est une étape déterminante sur la qualité des cendres. En effet, il ne faut pas que le métal s'échappe, déjà, première chose. Et puis ensuite, il faut des cendres de très bonne qualité en termes de granulométrie et de composition pour pouvoir les exploiter par la suite. Alors, ces procédés, on les a développés au niveau du laboratoire. Et ensuite, il faut passer de l'échelle du laboratoire à l'échelle pilote. Donc, comme je dis à mes élèves, si vous savez faire des raviolis pour 4, demain vous en faites pour 4000, c'est plus difficile. Voilà. Donc là, il y a un petit peu, c'est là qu'interviennent les méthodes du génie des procédés.
Et puis, nous avons transféré vers l'industrie. Donc, nous avons créé cette entreprise Econic qui est sise à Lunéville, qui emploie une dizaine de personnes. Et on a aussi créé Econic Grèce, Econic Malaisie. Et on s'est donc rapproché d'Aperam pour créer Botanickel. Alors, avec Botanickel, évidemment, on travaille sur la décarbonation de la production d'acier, mais une application possible, c'est la coloration du verre ou du cristal sur lequel on travaille avec le CERFAV, qui est le Centre d'études et de recherche et de formation sur les arts verriers à Vannes-le-Châtel. Je sais qu'il me reste peu de temps. Autre contexte, la dépollution. Donc la dépollution, je vous parlais tout à l'heure des terres agricoles polluées au cadmium. Donc ici, on a des travaux sur l'extraction du zinc et du cadmium. Alors après, la grosse difficulté, c'est qu'on veut bien du zinc. Hein. Ça, parce que le zinc a des applications en cosmétique et en pharmacie. Par contre, le cadmium, on n'en veut absolument pas. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à les séparer tous les deux. Et je voudrais quand même parler brièvement de l'analyse des impacts environnementaux de la filière. Contrairement à ce que disent les médias, ce n'est pas parce qu'on travaille avec des plantes qu'un procédé est forcément vert. Hein, donc, bien souvent, la grande mode actuellement, c'est de faire des bilans CO2 ou gaz à effet de serre. C'est très utilisé, mais c'est monocritère. Actuellement, la seule méthode qui est capable de quantifier les impacts environnementaux d'un produit, d'un procédé ou d'un service tout au long de son cycle de vie, eh bien, c'est l'analyse du cycle de vie qui considère l'ensemble, hein, c'est-à-dire depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'usage, la fin de vie d'un procédé ou d'un produit. Alors évidemment... Il m'en manque un bout là. Bon, c'est pas grave. Et on l'a fait pour la filière agromine. Et je vais pas entrer dans les détails, mais là, il y avait une jolie flèche qui montrait... Il faut toujours qu'il y ait des petites surprises comme ça, c'est bien. Cette ACV a montré que les impacts de la filière étaient faibles, évidemment, hein, comparé aux procédés miniers. Nous a permis d'identifier les points chauds, nous a permis aussi de trouver comment réduire les impacts les plus élevés. Hein, donc, notamment, il faut travailler sur les procédés agronomiques. Et puis, il faut surtout récupérer l'énergie si on brûle. Hein, ça, c'est vraiment indispensable. Et là, vous voyez quelque chose qui va vers le bas. Donc, ça, c'est un impact positif. C'est la détoxification des sols. Et puis, actuellement, nous nous intéressons beaucoup au développement de procédés low-tech. Alors, les procédés low-tech, ce sont des procédés, ce qu'on appelait autrefois des procédés rustiques. Donc, il y a toute une science développée autour de ces procédés low-tech. Et ici, nous avons la comparaison de deux modes d'extraction du nickel, soit par l'acide, soit par l'eau. Vous voyez qu'il y a des notes. Et évidemment, plus c'est vert et mieux c'est. Donc, évidemment, extraire par l'eau, c'est mieux qu'extraire par l'acide. Alors, pourquoi ces procédés low-tech ? Eh bien, parce que créer de la chaleur en Malaisie, par exemple, c'est peut-être pas indispensable. Hein. Donc, on essaye aussi de développer d'autres voies. En conclusion, un peu pour répondre à la question de Jean-Louis de tout à l'heure, l'utilisation de plantes pour la dépollution des sols et pour la production des métaux est démontrée. La filière est conçue selon les principes du développement durable, donc agroécologie, procédés propres. L'analyse du cycle de vie a montré son intérêt environnemental et la filière répond aux attentes de l'économie circulaire. Donc c'est un mode de valorisation de ressources secondaires qui permet aussi de redonner de la valeur à des territoires dégradés et qui offre une valorisation économique. Alors évidemment, il faut s'adapter aux compositions des plantes et à leur variabilité, ce qui pose des défis, mais les défis justement, c'est notre métier de les résoudre. Donc la filière est bien en cours de développement, en développement même, sur le territoire lorrain, national et au-delà. À gauche, vous avez un petit peu un résumé de tout ce que je vous ai raconté. Et puis, vous voyez à droite encore de nombreuses perspectives scientifiques avec le développement de procédés de séparation originaux, par exemple avec des membranes, avec de la combustion réactive pour la combustion, des nouveaux produits comme des nanoparticules à visée thérapeutique, par exemple, des nouvelles méthodes d'analyse, des nouvelles approches comme la low-tech, et puis la modélisation des procédés et l'analyse du cycle de vie.
Donc, je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes, alors c'est certain que j'en ai oublié, qui ont contribué à ces études, aussi bien dans mon laboratoire que dans le laboratoire Sol et Environnement, les collègues internationaux du Canada et d'ailleurs, les doctorants, postdoctorants et puis les financeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour ce tour d'horizon sur l'agromine qui probablement a suscité des questions chez vous. Qui se lance? Nous avons une dizaine de minutes. Oui, Francis? Oui, merci pour cette présentation. Je m'interrogeais sur l'impact agricole qu'il peut y avoir avec des cultures de moutarde, par exemple. Les moutardes sont connues comme des accumulateurs de métaux. Et je voyais que dans la région Champagne, actuellement, on est en train de relancer fortement pour y avoir une autonomie française par rapport à la moutarde de Dijon, tout simplement des cultures de moutarde. Est-ce qu'il y a on s'inquiète de la présence d'éléments plus ou moins toxiques dans les produits qui vont être issus d'une collecte de graines? Parce que je ne sais pas si la graine de moutarde va concentrer les éléments, ou si ça reste dans les racines, mais ça peut être un sujet de préoccupation. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. La moutarde, certes, mais aussi toutes les plantes que l'on cultive, on trouve actuellement, je parlais de cadmium tout à l'heure, on trouve du cadmium dans beaucoup de céréales, dans beaucoup de produits, dans les céréales qui sont vendus pour les petit déjeuner des enfants, par exemple, dans le chocolat, malheureusement, également. Donc, ça, c'est embêtant. C'est effectivement une question fondamentale qui est un vrai champ d'étude. Alors, je suis pas spécialiste de la moutarde, vous m'excuserez, peut-être vous pourrez rediscuter avec Jean-Louis, mais la moutarde aussi, bien sûr. Une deuxième question, c'est au sujet du plomb. Dans mon passé de toxicologue, j'ai travaillé sur les cristalleries. Et c'est un peu différent de ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne vous conseille pas de consommer du whisky qui a stationné pendant des années dans un flacon en cristal, étant donné que le plomb transite et passe de la même manière que on a pu montrer dans des études en cristallerie que les fameux silicates de plomb réputés insolubles, en fait, étaient solubles dans l'organisme et que des travailleurs exposés à des poussières de cristal lors de la gravure du tistat étaient soumis à une augmentation de plomb, des plombémies importantes, qui n'atteignaient pas le niveau de ce qu'on a près des fours avec le plomb vapeur, mais qui pouvaient atteindre des problèmes de saturnisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on boit du champagne dans une coupe en l'espace de quelques minutes, il n'y a pas de problème. Mais il faut effectivement éviter de garder longtemps quelque chose dans une carafe en cristal. Et effectivement, on a longtemps pensé que le plomb dans le cristal était parfaitement immobile. Et à long terme, ce n'est pas le cas. Et on développe de plus en plus maintenant de métal synthétique, de métal sans plomb, justement pour pallier ces problèmes. La meilleure preuve pour pallier à juste une chose, c'est que les cristalliers se sont évertués à trouver des traitements chimiques ou des dépôts sur les produits en cristal pour éviter la migration du plomb. Il y avait une autre question? Oui? Sur votre présentation, je connaissais pas. Et je me dis, quand on a planté un champ, au bout de combien de temps, au bout de combien de récoltes, le champ est dépollué? Ou inversement, quand sur les productions de nickel, ça va durer combien de temps? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, on va avoir un transfert du nickel. Je parlais tout à l'heure de 150 kilos de nickel par hectare. Mais à l'intérieur du sol, il y a une réorganisation, si vous voulez, du métal. Donc, on a fait des calculs avant de se lancer là-dedans. Et on en a quand même pour plusieurs décennies.
Certainement pas infini, mais on en a pour plusieurs décennies. Quant à la dépollution, enfin le pendant de la question, la dépollution d'un sol via des plantes, c'est sûr que c'est long. Alors clairement, si on veut dépolluer un sol en pleine agglomération pour sous une forte pression foncière, on va pas mettre des plantes. Mais sur des zones qui sont avec une faible pression foncière, alors là, oui, les plantes sont tout à fait indiquées. Et puis, il y a aussi la co-culture, c'est-à-dire qu'on peut associer des plantes hyperaccumulatrices et des plantes destinées à l'alimentation, et les métaux vont aller vers les plantes hyperaccumulatrices. Et ça, pour la question du cadmium, c'est tout à fait pertinent. Gérard Panum. Oui, alors merci beaucoup, c'est passionnant. Et j'ai juste une question par rapport à la dépollution, parce qu'évidemment les plantes ne poussent pas, les plantes hyper accumulatrices, elles ne poussent pas dans n'importe où, dans n'importe quel sol. Or, ce qu'on veut, c'est les cultiver justement dans des endroits où il y a une pollution. Est-ce que c'est facile de trouver une bonne adéquation entre les plantes et les sols pollués pour justement utiliser ce type de méthode? Et est-ce qu'il y a déjà des applications, disons, à grande échelle? Alors pour le nickel, il ne s'agit donc pas de dépollution, mais bien de culture de métal en quelque sorte. Donc là, on va vraiment s'intéresser à des sols qui contiennent du nickel et qui sont pas forcément chez nous. Il y en a un petit peu dans les Vosges, il y a le col des Bagenelles, là où il y a un peu de nickel, mais pas beaucoup. Il y en a un peu aussi dans le Massif central, mais pas beaucoup. Par contre, pour les sols pollués avec du zinc et du cadmium, là, on a des plantes qui sont tout à fait adaptées à nos climats et à nos sols. Donc oui, on peut le faire. J'ai pas dit facilement, mais oui, bien sûr, on peut le faire. Merci. Oui, juste une petite question de néophyte, Marie-Odile. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Et le mercure, je pense en particulier aux conséquences de l'orpaillage en Guyane ou ailleurs, mais est-ce qu'on peut appliquer les mêmes procédés pour détoxifier les sols qui ont été pollués par le mercure? J'attendais une question sur l'or, mais pas sur le mercure. Donc, alors, j'ai déjà parlé 2 secondes de l'or. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'hyperaccumulateur naturel d'or. Mais par contre, on peut faire de la phytoextraction assistée avec des composés qui vont rendre l'or un peu plus mobile. À ma connaissance, moi, je ne connais pas, je ne sais pas si Jean-Louis en connaît, de plantes qui accumulent le mercure. On peut faire avec les plantes avec certaines plantes et certains composés chimiques de la phytovolatilisation. C'est-à-dire que les plantes vont aller chercher les métaux. Donc ça, par exemple, c'est vrai pour l'arsenic, c'est vrai aussi pour des composés organiques. Vont aller chercher les métaux par leurs racines et les volatiliser. Ce qui est un transfert de pollution. C'est pas. Mais pour le mercure, je sais pas trop. Le mercure, c'est compliqué. Alors, dans les sols, il est très peu mobile, tout comme le plomb d'ailleurs. Et il change aussi d'état. Il peut être volatilisé par des micro-organismes. Et souvent, un sol qui est contaminé par du mercure, qui contient aussi de la matière organique, favorise la volatilisation du mercure. Et on a constaté une contamination des plantes qui poussait sur de tels sols, pollués par le mercure, une contamination des parties aériennes par le mercure, non pas par transfert par les racines, mais par absorption foliaire. Donc on ne maîtrise pas, le mercure, il est de toute façon volatilisé, tout comme l'est l'arsenic, le sélénium, dès lors qu'il y a des conditions favorables pour les micro-organismes, qui sont d'ailleurs des micro-organismes assez ubiquistes, un grand nombre de micro-organismes peuvent réaliser ce type de transformation qui est notamment de la méthylation. Donc il n'y a pas d'hyperaccumulateur à proprement parler de mercure découvert encore à ce jour. Il faut être prudent parce que Marie-Odile l'a bien montré dans les herbiers. Les collègues en découvrent pas tous les jours, mais assez régulièrement dans les grands herbiers internationaux. Il y a des trésors de plantes et notamment d'hyperaccumulateurs. Et on est passé facilement de 500 à 1000, à plus de 1000 espèces aujourd'hui connues grâce justement à cette prospection au sein des herbiers. Y aurait-il une dernière question? Très courte et très courte réponse. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Vous avez bien mis en évidence 2 filières. La filière combustion
et la filière extraction biomasse sèche. Dans le cas particulier du nickel, quelle est celle qui conduit plutôt à une meilleure extractibilité? C'est peut-être pas tellement en termes d'extractibilité. Celle qui est la plus facile à réaliser et qui est la plus aboutie, c'est celle avec combustion. Voilà. Parce qu'avec celle où on part des plantes, quand le nickel est en solution, il est combiné à des ligands organiques où il est très fortement lié et c'est compliqué de le récupérer. Mais n'empêche qu'il faut développer cette filière-là aussi parce que dans certains cas, c'est pas possible de brûler. Comme je parlais de la Malaisie tout à l'heure, brûler en Malaisie, c'est pas très utile. Merci. Mais pourtant, on l'a fait. Et pourtant, on l'a fait. Un grand merci, Marie-Odile, pour avoir, d'une certaine manière, provoqué et alimenté le buzz. Mais j'espère aussi qu'elle vous a convaincu de la solidité de cette filière, tant au plan scientifique qu'au plan technologique. Et nous lui souhaitons un grand avenir, tant à la filière qu'à Marie-Odile, ça va de soi. Un grand merci.